C'est parti pour la première partie de mon mémoire. Donc partie 1, dans quelle mesure improvisation et composition s'opposent-elles en jazz? Le premier critère par lequel on distingue ordinairement improvisation et composition est celui de l'écriture. La composition la nécessiterait, l'écriture préexisterait à l'œuvre, tandis que l'improvisation s'en passerait. Or, comme l'écrit Jean-Pierre Burgard, donc dans le paragraphe La poésie sans les mots, dans son livre André Boukhourechliyev, un texte peut s'écrire et s'écrit dans l'esprit de son auteur sans encre ni papier, avant toute notation. Écrire, c'est former mentalement, avant de la consigner, ou chemin faisant, une texture de mots et de pensées. Improviser, cela peut être déjà écrire. L'écriture s'entend. Fin de citation. Il s'agit alors de penser l'écriture comme mouvement dynamique et non fixation. Et ce que dit Jean-Pierre Burgard nous permettra aussi de penser à former mentalement avant de consigner, y compris dans l'improvisation, qui semble pourtant exclure le temps de la réflexion. Les œuvres composées elles-mêmes ne préexistent pas vraiment à la représentation. La première occurrence sonore d'une composition en public ne s'appelle-t-elle pas création? Et l'improvisation ne produit pas des formes toujours différentes. Donc chapitre 1, une distinction faussement évidente. L'improvisation précède la composition en ce qu'elle est le geste premier qui fait passer du néant à quelque chose, mais la composition précède l'improvisation dans la mesure où, en jazz notamment, toute improvisation idiomatique part d'une grille, d'un standard de jazz, c'est-à-dire, en quelque sorte, d'une composition. C'est la pratique régulière du musicien, habitué à certains cadres d'expression, qui rend l'improvisation possible. Le lien de parenté entre improvisation et composition va donc dans les deux sens. Petit 1, oralité populaire versus écriture savante. Dans notre système culturel, la spontanéité est parfois une vertu, mais l'absence de préparation est visiblement une tare, écrit Denis Laborde dans un article intitulé « Improviser dans les règles, de l'improvisation comme d'une question culturelle ». De quelle légitimité une pratique artistique affichant ostensiblement une absence de préparation pourrait-elle se réclamer? D'aucune. Yanis Xenakis le clamait haut et fort en 1963 « La quantité d'intelligence portée par les sonorités doit être le vrai critère de telle ou telle musique ». Or, nous plaçons la quantité d'intelligence du côté de la planification, pas de l'aléatoire, du côté de l'écriture, pas de l'oralité, du côté de la composition, pas de l'improvisation. Fin de citation. Une hiérarchie de valeurs existe en effet entre l'ordonné et l'impréparé au profit de la composition, qui ferait en sorte que chaque partie soit nécessaire au tout. Mais nous pouvons questionner la légitimité de la distinction elle-même. L'opposition entre composition et improvisation en musique est en général sous-tendue par une conception cloisonnante de la création musicale. On aurait d'un côté la musique écrite, dite savante, et de l'autre la musique populaire, de tradition orale. Mais c'est oublier que toute musique est d'abord née oralement, et également que tout genre musical tend historiquement vers l'écriture. Nous ne nous étendrons pas davantage sur la contestation de cette répartition que les musicologues ont déjà actée depuis maintenant de nombreuses années. Nous attirerons surtout l'attention sur le fait qu'en jazz, oralité et écriture se mêlent singulièrement, au point que le musicologue Vincenzo Caporaletti a proposé pour lui et une partie de la pop et du rock la catégorie de musique audio-tactile. Ni orale ni écrite, ou bien les deux à la fois, le jazz est né des worksongs des esclaves, worksongs elles-mêmes inspirées des cantiques européens, et a pu prendre des formes orchestrées, écrites dans les big bands. La musique jazz se situe plutôt dans un régime phonographique, étant née en même temps que les premières techniques d'enregistrement. Comme les musiques de tradition orale, les œuvres du jazz n'existent pas avant d'être jouées et ne partent pas d'une partition, mais une écriture a suivi l'enregistrement des standards, descriptive plus que prescriptive, celle de la grille d'accords, qui est la base harmonique des morceaux. Un certain nombre de standards sont en fait des classiques de la comédie musicale simplifiés, réduits, pour rendre l'improvisation plus libre. On n'en conserve qu'un thème. L'improvisation occupant une grande place en jazz, c'est par l'écoute des enregistrements de grands improvisateurs que l'histoire de ce genre musical s'est transmise. C'est ce rapport à la tradition que définit le terme d'audiotactilité, ainsi qu'une représentation non visuelle de la musique, un rapport plus physique et intuitif à elle, qui permet l'improvisation, soit la création de la musique en temps réel. Ainsi, de la fixité qu'évoque l'écrit, nous pourrions distinguer l'écriture comme événement en train de se faire et qui peut s'appliquer à l'improvisation. Jacques Siron, contrebassiste, parle pour cette raison de partition intérieure, car improvisation ne signifie pas aléatoire, mot qu'employait Denis Laborde, ni absence de structure. C'est ce qui fait dire au philosophe Jean-François de Raymond dans son livre dans l'improvisation, contribution à la philosophie de l'action, que les faux improvisateurs, les myopes comme les doctrinaires, sont aussi de mauvais organisateurs. Ni insensible au réel, à son environnement, myope, ni incapable de ne pas se raccrocher à des formules toutes prêtes, doctrinaires, l'improvisateur en jazz doit être inventif tout en restant lisible pour le public.
Or, la lisibilité ne se passe pas d'une certaine structure, et donc d'une sorte de partition mentale, qui cependant ne doit pas être préméditée. Là réside toute la difficulté. L'improvisation, qui tient à la fois du pressentiment, de ce qui est imminent, et de l'adaptation au passé immédiat, comporte une dialectique de l'univocité, de l'être unifié, et de la duplicité, de l'être se contrôlant. C'est parce que l'être est unifié, univocité, qu'il se contrôle, duplicité. Au contraire de l'emportement par la passion, en lui tout est ordonné à chaque instant et le contrôle intégré à l'unification. C'est toujours de Jean-François de Raymond. Le paradoxe, c'est que l'improvisation nécessite à la fois de s'abandonner, d'être habité et de garder un certain contrôle, mais permis par cet abandon. Cynthia Fleury répondait, à 27 ans, alors qu'on lui demandait à quel moment elle était désordonnée: « Jamais. J'aime l'ordre, et disons que dans l'ordre, il y a une dimension chaotique qui est intéressante et qui pour moi est de l'ordre. Mon imagination n'est pas liée au rêve, elle édifie. Définitivement, quelque chose se construit dans l'imagination, et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un effet de construction, il y a souvent de l'ordre, parce que sinon, ça s'écroule. » Il serait donc faux de situer l'improvisation du côté du pur instinct, de l'animalité, de l'inspiration, du don et de la liberté, et la composition du côté du pur intellect, de la rationalité absolue. Alors que l'on a tendance à associer l'improvisation à un exercice de création pure, Aurélien Lehmann, claquettiste et grand improvisateur, le dit plutôt de la composition. C'est la page blanche, la création ex nihilo, alors qu'en impro, tu bricoles avec des structures déjà faites. C'est ce qu'il m'a dit. En particulier en jazz, en effet, l'improvisation ne part précisément pas d'une feuille blanche, mais d'une grille. Cela ne signifie pas que le compositeur ne soit pas également pétri de réflexes, mais il a davantage le temps de les déconstruire, ni que l'improvisation puisse se contenter de ses réflexes. Cependant, l'intuition qui consiste à aborder l'improvisation comme l'expression du talent brut, sans l'étape intellectuelle de l'organisation compositrice, peut avoir du sens. Nous verrons dans la troisième partie de ce mémoire en quoi pourrait consister ce talent. Petit 1. L'improvisation, une composition spontanée. Citation, on pourrait même considérer l'improvisation comme le plus haut degré de la composition, tant la réflexion et l'exécution y sont inséparablement mêlées. Comme le confirme ici Jean-François de Raymond, l'improvisation n'est pas qu'exécution. Comportant une part de réflexion, on pourrait être tenté de la définir à partir de la composition en la qualifiant de composition spontanée, ainsi que le musicien Charles Mingus se définissait lui-même, compositeur spontané. Comme le dit Brice Monchalin dans son mémoire L'improvisation dans le jazz, les extrêmes, la composition absolue et l'improvisation absolue, se perdent dans l'irréel et l'insaisissable. L'improvisation conjugue des caractéristiques associées à la fois à l'improvisation et la composition, comme le fait d'organiser, composition, sans planifier, improvisation, ou d'utiliser un fond commun musical tout en inventant in situ. C'est l'impensabilité d'une pure improvisation et d'une pure composition qui nous ferait les définir l'une par rapport à l'autre, la spécificité de l'improvisation étant le délai très court entre l'idée musicale et son exécution. Mais alors, peut-on dire à partir de combien de temps ce délai serait-il considéré trop long? Une telle définition ne semble que relativement satisfaisante, en particulier confrontée à l'exemple de jazzmen comme Bill Evans. Comme l'écrit Steve Larson dans Composition versus Improvisation, c'est moi qui traduis, penser que l'improvisation diffère de la composition parce que l'improvisation est un processus instantané est trompeur. La plupart des improvisations enregistrées ici, sur ce disque de Bill Evans, ont eu lieu dans la salle de répétition, et j'ai soutenu que toute improvisation mature enregistrée par Bill Evans lui prenait beaucoup plus de temps à produire que la plupart des compositions du XXe siècle de longueur comparable n'en ont coûté à leur créateur. Pour les mêmes raisons, suggérer que l'improvisation, par opposition à la composition, repose sur la chance ou l'habileté plutôt que sur la réflexion et le travail acharné est tout aussi trompeur. Fin de citation. Évidemment, ces improvisations n'ont pas pris autant de temps à Bill Evans dans le sens où il les aurait savamment préparées, auquel cas ce ne serait plus des improvisations. Mais si Steve Larson dit qu'elles lui ont pris bien plus de temps que certaines compositions contemporaines n'en ont pris à leurs compositeurs, c'est dans le même sens qu'entendait Pierre-Auguste Renoir lorsqu'il a déclaré « Ce dessin m'a pris 5 minutes, mais j'ai mis 60 ans pour y arriver ». En somme, plus grande est l'urgence à inventer dans l'instant, plus longues doivent être les années de travail pour être sûr, à ce moment-là, d'inventer et non de répéter. Steve Larson toujours. Associer tradition, formation et contraintes à la composition, et innovation, talent et liberté à l'improvisation, semble également trompeur. Là encore, je suppose que l'inverse est plus approprié. Les pressions du temps réel de l'improvisation nécessitent de s'appuyer davantage sur la tradition, la formation et des contraintes claires que ne le nécessite celle de la composition. Cette citation éclaire l'intuition d'Aurélien Lehmann. L'urgence de l'improvisation nécessite de se reposer sur quelque chose de déjà fait, déjà construit. Le travail, mais également la tradition, les conventions. Tous ces éléments qui composent l'improvisation ne sont pas spontanés. Au total, nous dit Jean-François de Raymond, réduire l'improvisation à une composition instantanée ou la composition à une improvisation diluée, c'est fausser la composition en ce qu'elle a d'invention intellectuelle et négliger les caractères spécifiques de l'improvisation.
On pourrait s'autoriser à parler de composition spontanée pour parler de l'improvisation en jazz, à condition de ne pas confondre spontané et instantané. Mais concevoir l'improvisation uniquement à partir de la composition reste peu satisfaisant, car cela peut en effet nous faire passer à côté de ces caractères spécifiques que nous tenterons de faire émerger au chapitre 2. Petit 2. Peut-on parler de création, voire d'œuvre improvisée ? Faire passer l'improvisation jazz du côté d'une composition spontanée, c'est aussi lui donner plus facilement le titre de création, voire d'œuvre. L'improvisation jazz est-elle plutôt composition ou création en tant qu'invention, ou interprétation en tant que performance à partir d'une grille et d'un thème préexistant ? Assurément, l'improvisateur en jazz fait plus qu'interpréter un standard. On parlera d'ailleurs plutôt de version que d'interprétation d'un standard de jazz, tellement les musiciens jouent un rôle plus important que le compositeur du thème dans ce genre musical. Mais s'il fait plus qu'interpréter, crée-t-il alors une œuvre ? Sinon, que fait-il donc ? L'improvisation est la vivante protestation contre les séparations, dit Jean-François de Raymond. Composition et interprétation confirment les spécialisations et les retournent contre l'improvisation mère dont elles oublient vite leur filiation. Il semble ici nous dire que l'improvisateur interprète en créant ou en inventant. Son mode d'interprétation est déjà l'invention, plus que la création. Rappelons qu'innuenio, en latin, signifie découvrir. On pourrait dire de l'improvisateur ce que Ricoeur disait du discours métaphorique. Dans la métaphore vive. Ce qu'il crée, il le découvre, et ce qu'il trouve, il l'invente. Un improvisateur en jazz crée en découvrant que telle phrase musicale était possible, ou plutôt non impossible, car il ne faudrait pas s'imaginer qu'elle existait à l'état virtuel dans la grille avant que le musicien ne l'ait trouvée, à l'intérieur de la grille donnée. Ce terme de découverte est parlant, quiconque a déjà entendu un musicien lui dire « Écoute, j'ai trouvé ça » serait d'accord. Le terme d'invention montre par son étymologie en quoi la découverte, la trouvaille, peut être de l'ordre de la création. Seulement, celui qui a le temps de s'arrêter sur sa trouvaille, de dire « j'ai trouvé » et de la répéter à quelqu'un n'improvise plus et commence véritablement à créer une œuvre. D'où l'idée de François Nicolas que l'improvisation échoue au rivage de l'œuvre. Excusez-moi. Voilà. Ainsi, entre écriture et oralité, travaillée et spontanée, composition et interprétation, création et invention, l'improvisation en jazz semble se définir avant tout par sa qualité d'intermédiaire. Intermédiaire en tant que se trouvant à l'intersection de tous ces modes d'expression, mais également en tant que moyen de transmission, des musiciens au public et du musicien à lui-même, nous verrons cela à la fin de ce mémoire, et de faire exister, même si ce n'est que pour un temps. Jean-François de Raymond demande alors « Ainsi, comment ne pas reconnaître à l'acte éphémère le statut de la création s'il a marqué un temps, ouvert une perspective, créé des possibles en la réalisant ? Si le critère de l'instauration est que quelque chose ait été créé ou changé par la praxis existentielle des hommes, elle participe bien de la création par le résultat qu'elle inscrit dans le réel de la transformation des modes d'exister et de penser. Ce que de Raymond décrit là, c'est la radicalité d'un avant et d'un après que crée toute rencontre. Nous l'avons déjà évoqué, l'improvisateur en jazz crée en la réalisant une phrase musicale possible à partir d'une grille, ce qui actualisera cette grille en transformant notre manière de nous y rapporter après avoir entendu tel musicien la jouer. Rencontrer ce musicien, être témoin de sa rencontre avec tel standard, aura changé quelque chose dans notre perception. L'exemple de la chanson improvisée d'Ella Fitzgerald au festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins en juillet 1964 peut être utile pour l'étude du rapport de l'improvisation à la notion d'œuvre, en prêtant attention à ce que la chanteuse a dit après avoir terminé sa chanson. Voici le contexte. Au moment d'annoncer How High the Moon, l'ingénieur du son intégra dans la sono le chant des grillons, qui s'était déjà fait remarquer. Ella s'en amuse, remercie au passage les insectes de l'avoir rejointe. Quelle compétition s'exclame-t-elle alors qu'elle était sur le point de chanter le standard prévu. Hey, donnez-moi un petit vamp, vous n'avez nulle part où aller, n'est-ce pas ? Dit-elle respectivement à ses musiciens puis au public. Un vamp, en jazz, désigne une boucle de quelques mesures basée sur 2 ou 3 accords sur lesquels un soliste peut improviser. Les musiciens, désarçonnés, mettent quelques secondes à s'exécuter, et la First Lady of Song se met à improviser un texte aussi bien qu'une mélodie pour rendre hommage à ses accompagnateurs surprises. Il s'agit donc d'une improvisation imprévue, et pas seulement en scat, mais sous forme de chansons structurées en couplet 1, pont 1, couplet 2, pont 2, puis coda. Puisqu'Ella ne chante que sur 2 ou 3 accords qui tournent en boucle, l'harmonie est pauvre, la mélodique assez statique, les paroles formidablement humoristiques, mais irrémédiablement liées au contexte d'improvisation. À la fin, elle dit « Peut-être qu'on pourra la chanter, tout ce vent de nos jours ». Tout, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. C'est bien qu'elle accorde peu de valeur à ce qu'elle vient de faire. Comme si, pour elle, le fait que la cricket song n'ait aucun sens sans son contexte de production, les grillons, le vamp de 3 accords qui fait office de grille, et n'ait pas été travaillé en amont, n'en faisait pas une œuvre. Il n'y a donc pas vraiment d'autrice non plus.
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Ella Fitzgerald fut l'autrice, l'initiatrice de cette action d'improviser à partir des grillons. Pourtant, cette action a permis au public d'entendre différemment le chant des insectes, par exemple, dont le rythme paraissait ternarisé par le swing de la batterie. Pas d'œuvre improvisée, donc. Une improvisation n'est pas une œuvre. Mais on peut lui accorder le statut de la création en ne réduisant cette dernière ni à l'ex nihilo, ni à la fixation pérenne. Petit 1. Le problème de l'intention. Cette quasi-simultanéité entre l'idée et l'exécution, que l'improvisation rend nécessaire, semble incompatible avec un degré d'intention trop élevé. On n'aurait pas le temps de la précision de la conception, de la préconception. Or, il semble bien qu'il faille une forme d'intention pour que le hasard total, ou les réflexes, ne règlent pas le discours musical. Encore une fois, l'exemple de la Cricket Song s'avère fructueux. Puisqu'il s'agit d'une improvisation, aucune mélodie ne revient à l'identique d'une précédente. Reste que le discours est relativement suivi, qu'il rime, simplement, mais tout de même, et que le tout forme a posteriori quelque chose de cohérent, d'organisé. Or, cette organisation ne s'est faite que dans l'instant, et la décision de la commencer n'était toujours pas prise 1 minute avant sa première phrase. Ella Fitzgerald n'avait pas de représentation finale en vue de laquelle elle a créé sa chanson. Elle ne s'en souvient même plus à la seconde où elle s'arrête de chanter. « Je ne pourrais pas m'en ressouvenir », dit-elle à la fin. De la même manière, il est difficile de se ressouvenir précisément des mots qu'on a employés dans une phrase qu'on vient de dire dans le cours d'une conversation, parce qu'on ne les réfléchit pas scrupuleusement un temps avant de les dire. Tout cela ne signifie pas qu'Ella Fitzgerald n'avait absolument aucune forme d'intention. À 26 minutes 15, dans la vidéo, lorsqu'elle revient sur le sujet des grillons bruyants au lieu de chanter How High the Moon en s'exclamant Oh boy, what competition, elle sait déjà qu'elle ne peut pas laisser passer cette occasion, qu'elle doit en faire quelque chose. Mais l'on devrait parler d'intuition plus que d'intention, puisqu'elle l'a dit elle-même, je n'avais pas l'intention d'intégrer cela au concert, mais c'était si tentant. Jean-François de Rémond l'expliquerait ainsi. Le temps de son acte coïncidant avec sa durée vécue, le temps d'invention ne fait qu'un avec l'invention même, Bergson, l'évolution créatrice, sans fissure entre la praxis et l'intention. Si Ella Fitzgerald dit qu'elle n'avait pas d'intention, c'est parce qu'elle n'avait pas d'intention préexistante au fait de faire. L'intention avec laquelle on agit n'accompagne pas plus l'action que la pensée n'accompagne le discours, écrit Wittgenstein dans ses Philosophical Investigations 2.11. C'est cette indissociabilité de l'intention et de l'action, qui se réduit donc à l'action intuitive, qui fait le génie de cette création d'Ella Fitzgerald, qui la rend structurée sans avoir eu besoin de préconception claire. Chapitre 2. Les caractéristiques propres à l'improvisation. Si l'on ne se satisfait pas d'une conception de l'improvisation uniquement relative à l'œuvre composée, car cela serait, comme le disait Jean-François de Rémond, manquer ses caractères spécifiques, reste à savoir ce que seraient ces caractères. Petit 1. Un phrasé propre à l'improvisation. Mathias Rousselot, musicologue, nous révèle dans son étude sur l'improvisation musicale, Le témoin de l'instant, que Miles Davis lui-même, trompettiste et protagoniste incontestable parmi d'autres de chaque nouvelle étape du jazz, avouait avoir composé ses chorus jusque dans ses premières heures de gloire. C'est dire la difficulté de cette activité. Il est donc compréhensible, humain, dit l'auteur, de parfois simuler l'improvisation. C'est même en l'imitant qu'on peut apprendre à réellement improviser. L'homme a parfois besoin de faire semblant pour acquérir un savoir-faire, écrit-il, page 14. Toutefois, il rappelle la difficulté de feindre un tel processus, du moins face à un public averti. En effet, la pratique de cette illusion de la chose improvisée, cette fausse improvisation, ne porte pas la réelle signature de l'improvisé, à savoir la rature, la scorie inhérente au jeu et à l'instant. Elle ne porte pas non plus cette sensibilité de l'immédiat, l'expression directe d'une humanité, cette fragilité émanant de l'improvisateur lorsqu'il ne peut laisser filer la précieuse seconde après laquelle tout est gâché. Nous nous accorderions avec cette conviction que la fausse improvisation s'entend. De la même manière que l'on peut reconnaître à l'oreille la différence entre un discours que l'on nous tient qui s'invente au fur et à mesure et un discours que le locuteur a maintes et maintes fois répété, qu'il le tienne d'ailleurs ou de lui-même. D'ailleurs, pourquoi nous sentons-nous obligés, lorsque nous nous apprêtons à répéter un discours à quelqu'un, de préciser « je dis toujours que », même lorsque personne d'autre, qui aurait pu avoir déjà entendu ce discours de notre bouche, n'est témoin de la discussion. Parce que nous soupçonnons, nous savons, que nos paroles n'auront pas la fluidité et l'élan du non prévu. Non seulement nous savons que cela risque de s'entendre, mais encore, il nous semble quelque part devoir nous excuser de répéter des formules figées dans notre mémoire. Peut-être parce qu'à ce moment, nous sentons que nous sortons un peu du véritable échange avec l'autre, que nous prenons moins en compte la singularité de la situation. Ce discours trop parfait, dépourvu de rature, sonnera moins sincère, ce n'est pas l'expression directe d'une humanité, moins vivant, au lieu de témoigner de la sensibilité de l'immédiat nécessaire à la poursuite d'une conversation non scriptée, on se raccroche à du préfabriqué pour se faire comprendre. Jean-François de Rémond, réciproquement, le public est stimulé lorsqu'il se rend compte que celui qui lui parle improvise, trouve au fur et à mesure qu'il cherche et vit vraiment la même aventure au lieu de se contenter de lui répéter ce qu'il a déjà trouvé auparavant. Le discours qui s'enfante au fur et à mesure qu'on le prononce invite l'assentiment en provoquant la pensée active.
Ne pas faire croire que l'on improvise comporte donc aussi un enjeu éthique. Il s'agit simplement de ne pas mentir, c'est-à-dire de ne pas prétendre improviser ce que l'on a ou ce qui a été, par d'autres, composé. Dans un article de la revue Insistance, l'improvisation entre franchissement et affranchissement d'un enseignement du jazz pour la pratique analytique, le psychanalyste Frédéric Vinault rapporte cette anecdote. Lors d'une discussion à Insistance, le batteur Aldo Romano avait évoqué l'importance du retrait de la baguette et non du moment de la frappe. En effet, si je tape du poing sur la table pour exiger le silence, tel un juge avec son marteau, il n'y a pas rebond, il n'y a pas swing. Ce point m'avait frappé à l'écoute du disque que le pianiste Jean-Yves Thibaudet a consacré à des retranscriptions de Bill Evans. Ces transcriptions sont jouées à la note près, et pourtant ça ne sonne pas pareil. La différence gît non pas dans les notes, mais bien dans le rapport au silence. C'est le silence qui n'est pas le même, comme si on entendait l'œil se porter sur la partition pour le lire. Tout se passe comme si le silence lu sur la partition, donc écrit, donc mesuré, n'était pas le même que le silence improvisé, et induisait une qualité différente de rebond, de swing. Ces retranscriptions donnent en effet un exemple concret à cette intuition. Une improvisation ne peut être reproduite à l'identique même lorsque l'on respecte ses notes, ses rythmes et ses silences, car l'endroit d'où ils partent n'est pas le même, leur motif est différent, et le résultat s'en trouve différent, même à l'oreille. Comme Jean-François de Raymond le souligne, au cours de l'audition d'une improvisation, on se trouve dans l'impossibilité d'en retrouver la structure. De même, il est difficile de transcrire puis d'apprendre, pour l'exécuter ensuite, une improvisation qu'on a d'abord jouée. Inconscient de cette complexité pendant qu'il joue, puisqu'il éprouve un sentiment de facilité, l'improvisateur se trouve incapable de recommencer cet acte tant qu'il ne le dissèque pas, mais il en perd l'unité en découvrant sa complexité. Ce qui compte n'est pas le contenu des notes, des rythmes et des silences, mais la manière de les investir, de les incarner. Petit 2, l'improvisation comme manière, attitude. L'improvisation, plus que l'acte qu'elle représente, n'est-elle pas une attitude, une manière de faire de la musique, de créer des formes musicales, écrit Brice Monchalin dans son mémoire précédemment cité. Il rappelle la jeunesse du jazz, qui émergea d'individus placés en situation d'urgence, étant esclaves, ce qui entraîna un fort éclectisme dans les matériaux utilisés pour faire de la musique, aussi bien en termes d'instruments qu'en termes de matière musicale proprement dite. Leur culture fut par la force des choses d'une création inventée sur place et construite en temps réel, à partir d'éléments sélectionnés en fonction des besoins. C'est la mise en place d'une pensée improvisatoire. On comprend mieux la capacité d'ouverture et la capacité à embrasser tous les styles musicaux de cette musique. Chants religieux, thèmes de comédie musicale, plus récemment musique brésilienne, rock et même pop. Voir le disque du pianiste de jazz Baptiste Rotignon qui revisite les morceaux phares de la pop anglo-saxonne des années 70-80, Brexit Music. Le jazz a en effet la particularité d'accueillir des styles très différents, ce qui rend sa définition sujette à débat. C'est sûrement cet éclectisme qui le définit le mieux et qui est symptomatique de son état d'esprit essentiel. Ce qui importe aux musiciens de jazz n'est pas ce qui est joué, mais comment cela est joué. Comme l'écrit Philippe Michel dans son article Reprendre un thème de jazz entre interprétation et improvisation, cette musique se soucie finalement davantage du comment que du quoi. Ce n'est pas tant ce que le jazzman s'approprie, révélé notamment par le titre annoncé, qui prime, mais comment il se l'approprie. N'importe quelle musique peut donc a priori constituer un thème de jazz, et ceci sous deux conditions. Fournir un prétexte intéressant au solo d'improvisation, visée centrale du jazz dont il est question ici, et fournir un prétexte à partir duquel les jazzmen opéreront un certain nombre d'aménagements en vue de réaliser un texte nouveau. Pour reprendre l'exemple de l'album Brexit Music, les aménagements du prétexte sont tels qu'il n'est pas aisé de reconnaître We Are the Champions de Queen avant la 40e seconde de l'enregistrement de Baptiste Rotignon, Matt Spenman et Greg Hutchinson. Les thèmes de pop sont facilement repris en jazz en raison de leur simplicité. Nul besoin de les réduire encore davantage, comme ce fut le cas avec certains morceaux de comédie musicale, I Got Rhythm de George Gershwin tiré de Treasure Girl par exemple. Cette simplicité des grilles de jazz fait dire à Bernard Jacquin qu'en matière de jazz, qui semble pouvoir formellement le moins, peut mélodiquement le plus, ce qui est une façon de donner raison à Baudelaire lorsqu'il affirme que, parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Pour Bernard Jacquin, c'était dans Le jazz et la répétition, contraintes formelles et esprit d'invention, dans Répétition, répétition, le même et ses avatars dans la culture anglo-américaine, ouvrage sous la direction de Jean-Paul Régis. Et pour Baudelaire, c'est dans sa lettre à Armand Fraisse du 19 février 1860. De sorte qu'en jazz, on se fixe des règles qui sont autant de repères qui ne serviront pas forcément, au final, à se repérer.
Elles sont plus des garants de l'état d'esprit général que l'on veut fixer. Garants de l'état d'esprit général que l'on veut fixer, dit le saxophoniste Raphaël Imbert dans un entretien pour Epistrophe. En jazz, on se fixe des repères, grilles, conventions, de façon à pouvoir être le plus libre possible à l'intérieur. La seule fixation est en effet celle de l'état d'esprit général. Pouvoir inventer un texte nouveau et improviser au maximum. Le pianiste Keith Jarrett, par exemple, a la particularité d'interpréter certains thèmes de jazz de façon si originale qu'on les redécouvre complètement. Ils pouvaient nous paraître fades en les déchiffrant d'après leur grille dans le Real Book, et on s'étonne de retrouver les titres de ces thèmes en cherchant, après l'écoute de Keith Jarrett, de quels thèmes il s'agissait, tellement il les réinvente. Le renouvellement semble être son mot d'ordre, si bien que, comme le dit Jean-François de Raymond, même dans la répétition, l'impulsion doit se renouveler. Il n'est pas interdit de se répéter dans un solo, cela n'est pas nécessairement le signe d'un ratage ou d'un manque d'inspiration. J'ai eu l'occasion d'analyser une improvisation particulièrement répétitive et néanmoins réussie dans un devoir pour le séminaire de Madame Perry-Oblet sur la répétition, celle de la chanteuse Ancilla dans In Walked Bud. Cependant, si l'impulsion ne s'y renouvelle pas, elle n'est plus que mécanique, morne et mort automatisme. Mort et morne automatisme, plutôt, j'imagine. C'est précisément la présence ou non de l'impulsion qui permet de se rendre compte si une répétition dans un solo est le signe d'une imagination pauvre ou bien d'un plaisir qui s'entretient en explorant la différence contenue dans chacune de ces occurrences. Le philosophe Santiago Espinosa, dans son livre L'inexpressif musical, rapproche cette idée du discours des amoureux. Il dit que les mots y sont trop rabattus pour exprimer quelque chose de particulier. Peu importe en réalité ce que l'on dit, mais beaucoup en revanche la façon dont on le dit. En lui-même, un je t'aime ne transcrira jamais la réalité singulière d'un amour en particulier, mais la façon de le dire dira tout. De la même manière, peu importe le thème qu'on joue, les notes et surtout les intervalles que l'on emploie dans son improvisation, du moment qu'ils sont investis personnellement. Encore une fois, c'est pour cela aussi que jouer une retranscription du solo d'un autre n'aura jamais la signature de l'élan improvisé. Petit 3, comme conversation. Petit 1, un langage musical. La façon de dire compte davantage en jazz que ce qu'on dit. Et si cette façon peut faire référence au style personnel de chaque musicien, nous aborderons ces sujets en troisième partie, elle peut aussi recouvrir un aspect omniprésent de l'improvisation jazzistique, celui de la conversation. Mathias Rousselot montre dans son ouvrage que les improvisations idiomatiques se rapprochent de la compétence verbale. En effet, il est rare que nous parlions sans improviser, et pourtant cela nous est naturel, on ne s'en étonne pas à chaque instant. Pour parler, il faut connaître sa langue, l'adapter aux circonstances, donc faire appel à la mémoire. En ce sens, une part du langage est contrôlée, grâce aux automatismes syntaxiques. Mais il nous arrive de ne pas pouvoir finir une phrase, d'oublier l'idée que l'on vient pourtant d'avoir, ou de réorienter notre discours sur l'instant par association d'idées. De la même manière qu'on peut avoir du mal à terminer une phrase verbale, l'improvisation souffre souvent d'échecs de phrasé, et c'est même à cela qu'on la reconnaît, comme on l'a vu en parlant de son phrasé propre. Citation de Mathias Rousselot. Le phrasé est interrompu par une erreur rythmique ou mélodique, par exemple, l'improvisateur échoue dans son phrasé, manque une note ou joue la mauvaise, et la cible discursive visée ne peut plus être atteinte de la même manière, car le flot musical est interrompu. Ceci nécessite un changement de cap pour établir la continuité du discours et le trajet discursif est donc réorienté. Ces artefacts sont facilement repérables à l'écoute, car ils se traduisent invariablement par une note ou un ensemble de notes au rendu sonore altéré, sensation d'échec, de loupé, suivi en général d'un silence de durée variable ou plus souvent par la répétition de la note ou du groupe de notes précédant un nouveau trajet discursif. C'est donc d'abord dans ces échecs de phrasé, ces loupés, que l'improvisation musicale trouve sa ressemblance avec le langage. C'est une réalité qui a pu être constatée scientifiquement par scanner cérébral. On observe une forte activation des zones cérébrales traditionnellement associées au langage parlé et à la syntaxe dans les cerveaux des jazzmen improvisants, zones qui sont utilisées pour interpréter la structure des phrases et des expressions. Petit 2, l'échange. Mais l'improvisation jazzistique, surtout, implique l'échange. Comme dans une conversation, personne ne saurait se proclamer l'auteur exclusif du propos qui se tient. Citation. Ce qui arrive souvent lorsque se tient une conversation musicale, c'est qu'une personne va exprimer une idée ou un début d'idée, et une autre personne va compléter cette idée, elle va en donner sa propre interprétation. Ainsi, la conversation se déroule par fragments, elle se constitue d'éléments différents, de voix différentes. Peut-on lire dans le livre de Paul Berliner, Thinking in Jazz, The Infinite Art of Improvisation. Un bon interlocuteur, en jazz comme dans la vie, est quelqu'un qui sait avant tout écouter l'autre pour intervenir aux moments opportuns et répondre de façon cohérente, en temps réel. Il arrive que cette écoute soit telle qu'en plus de percevoir la fluidité de la conversation, le public perçoive également cette écoute elle-même et l'intensité de l'attention concentrée de chaque musicien impliqué dans le jeu. On en trouve un bon exemple dans la version de Spain de Chick Corea par le pianiste lui-même et Bobby McFerrin à la voix,
qu'il utilise comme à son habitude, comme un outil multi-instrumental, à Jazz à Vienne en 2012. Dès l'introduction, Bobby McFerrin imite à la voix le jeu perlé de Chick Corea sur des notes différentes. Plus loin, à partir de 6 minutes 15, on peut entendre, même sans être musicien, comment ce dernier intègre, dans sa façon d'accompagner, la phrase que vient d'exprimer le chanteur dans son solo. On peut entendre qu'il lui répond, qu'il réagit à ce que son partenaire a proposé. Les échanges de regards et de sourires entre les deux musiciens achèvent de nous rendre témoins de leur communication, ou plutôt communion continue. Mais nous parlerons davantage du lien plus large entre performances jazzistiques improvisées et environnement à la fin de ce mémoire. Chick Corea et Bobby McFerrin illustrent ici à merveille ces propos de Jean-François de Raymond. Cette coïncidence ne satisfait jamais autant que lorsqu'elle s'opère avec l'autre dans la réciprocité par la parole déliée ou par le regard, la simultanéité de l'heureuse rencontre. Ainsi de la démarche simultanée de deux personnes aux rythmes accordés, celle de deux musiciens qui commencent et s'arrêtent ensemble sans se consulter. Le professeur et artiste Matthew Sanson, pour sa passionnante étude sur les liens entre improvisation et identité, a demandé à des musiciens d'improviser ensemble avant de revenir sur leur expérience en décrivant précisément leurs pensées et ressentis. L'un d'eux exprime cette coïncidence dont parle de Raymond et que l'on peut ressentir en écoutant McFerrin et Corea. Cette section-là, avec les phrases ensemble puis les pauses ensemble, c'était assez intéressant parce que les deux choses interagissaient ensemble, sans se regarder, les phrases et les pauses advenaient ensemble en même temps. Je traduis. J'ai beaucoup aimé ça, c'est l'essence intangible de ce qu'est la musique et l'interaction, je suppose qu'on puisse faire ça. Qu'on puisse réellement cerner pourquoi, pour moi c'était l'une des meilleures choses, on joue en effet ensemble. Une partie de cela a été un vrai soulagement quand nous étions, en fait, comme si nous chantions l'un pour l'autre, et pourtant nous avions tous les deux quelque chose de différent à dire, et pourtant c'était comme un écho d'une certaine manière. Et c'était vraiment très, je ne sais pas, cela semblait très naturel et calme, et je pense que je me suis sentie complètement à l'aise pour la première fois à ce moment-là. Donc c'est dans Improvisation and Identity, Qualitative Study, article dans Critical Studies in Improvisation, étude critique en improvisation, mai 2007. Cette fluidité magique qui advient entre deux musiciens improvisant comme s'ils se comprenaient parfaitement au cours d'une conversation pourtant dépourvue de mots. Après tout, Romain Gary a sûrement raison en écrivant dans Adieu Gary Cooper, la barrière du langage, c'est lorsque deux types parlent la même langue, plus moyen de se comprendre, concorde avec une étude menée par des chercheurs de Johns Hopkins qui ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour suivre l'activité cérébrale d'un musicien de jazz en train de faire des trading falls, c'est-à-dire des échanges de 4 mesures chacun, pratique courante en jam session. Donc c'est Charles Limb, Alan Brown, Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance, an fMRI Study of Jazz Improvisation, 2008. Et Gabriel F. Donay, Summer K. Rankin, Monica Lopez-Gonzalez, Patpong Giradejwong, Charles J. Limb, Neural Substrates of Interactive Musical Improvisation, an fMRI Study of Trading Falls in Jazz, 2014. Ils se sont aperçus que cette conversation musicale bloque cependant les zones cérébrales liées à la sémantique, celles qui traitent le sens du langage parlé. Les résultats de l'étude suggèrent que les régions du cerveau qui traitent la syntaxe ne se limitent pas au langage parlé, selon le Dr Charles Limb, professeur associé au département d'otorhinolaryngologie et de chirurgie à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins. Au contraire, dit-il, le cerveau utilise les zones syntaxiques pour traiter la communication en général, que ce soit par le langage ou par la musique. Lorsque deux musiciens de jazz semblent perdus dans leurs pensées alors qu'ils échangent par 4 mesures, ils n'attendent pas simplement leur tour pour jouer. Au lieu de cela, ils utilisent les zones syntaxiques de leur cerveau pour traiter ce qu'ils entendent afin de pouvoir répondre en jouant une nouvelle série de notes qui n'a pas été composée ou exécutée auparavant. Ainsi, dans la conversation musicale improvisée, la musique fonctionne réellement comme un langage, sans avoir de sens sémantique, peut-être n'en est-elle que plus précise, par l'intensité de la connivence qu'elle permet entre les musiciens et avec le public. Petit 3. Qu'exprime la musique improvisée ? Comme l'écrit Clément Brèche dans sa thèse de philosophie « L'éclat du jazz, une saisie de la pratique jazzistique par le kairos », la musique, elle, si l'on parvient d'une quelconque manière à la trouver capable de dire quelque chose, ce n'est probablement qu'en tant qu'elle n'exprime pas mot à mot, mais suggère en gros. Mais que suggérerait-elle ? Ce verbe semblerait sans doute plus pertinent s'il n'était pas suivi de ce « en gros » qui suggère, lui, une plus grande imprécision, un plus grand flou que le langage parlé. Or, nous avons peut-être fait l'erreur, depuis tout à l'heure, de ramener le langage musical, pour le comprendre, au langage parlé, au lieu de l'inverse. Comme l'écrit Wittgenstein dans les recherches philosophiques, cité par Santiago Espinosa, le fait de comprendre une phrase est bien plus apparenté avec celui de comprendre un thème de musique qu'on ne s'imagine. Je veux dire que comprendre un énoncé se rapproche beaucoup plus qu'on ne pense de ce qu'est appelé ordinairement comprendre un thème musical. Pourquoi les motifs de variation d'intensité et de tempo sont-ils précisément ceux-ci ? On serait tenté de dire parce que je sais de quoi il s'agit. Mais de quoi s'agit-il ? Je ne saurais dire.
Pour pouvoir expliquer, je ne pourrais que le comparer avec quelque chose d'autre qui a le même rythme, je veux dire le même motif. Spinoza attire l'attention de ses lecteurs sur le fait remarquable que la compréhension du langage courant s'explique par celle du langage musical chez Wittgenstein. Ordinairement, chez les philosophes, dit-il, on explique le langage musical par une compréhension très particulière, souvent métaphysique, du langage courant. Ce que suggère cette idée que la musique suggérerait en gros. Dans les deux cas, langage ou parole, il ne faudrait pas considérer que le langage est une représentation du réel, mais le réel lui-même, qui n'exprime rien d'autre que lui-même. Citation. Il n'y a pas une couche pré-expressive de la musique, une intention ou un message non musicaux véhiculé par elle. De même que la pensée n'est possible que par le langage, de même, une phrase musicale n'existe que lorsqu'elle est revêtue d'une structure musicale, lorsque les sons sont articulés selon un langage musical. Il n'y a donc aucune raison de penser que ce qui est exprimé par la musique serait moins précis que ce qui est exprimé par la parole, au contraire. La musique permet peut-être d'exprimer ce que la parole ne peut transmettre. Citation. L'indicible, ce qui m'apparaît plein de mystère et que je ne suis pas capable d'exprimer, forme peut-être la toile de fond à laquelle ce que je puis exprimer se doit de recevoir une signification, écrit Wittgenstein. Comme l'élan, l'impulsion donne sa vivacité à une improvisation, l'indicible, que la musique exprime peut-être mieux que le langage, en tout cas notamment lorsqu'il n'est pas poétique, donnerait son sens à toute tentative d'expression. C'est pour cela qu'Spinoza écrit, page 108 de L'inexpressif musical, donc ce que j'ai cité de Wittgenstein, c'était en remarque mêlée, que la philosophie de Wittgenstein offre un parfait contre-exemple de cette tentative d'écrire sur la musique tout en parlant de tout sauf de la musique. Chez Wittgenstein, on pourrait dire que c'est la pensée de la musique qui guide la réflexion philosophique sur toute chose. Qu'exprime donc la conversation musicale improvisée ? Tantôt c'est un esprit de connivence que l'on perçoit, comme chez Chick Corea et Bobby McFerrin, tantôt c'est un sens de l'agone que le comédien Jeremiah McDonald a génialement souligné en illustrant de mimiques scénarisées les improvisations de Charlie Parker et Dizzy Gillespie du Leapfrog de l'album Bird and Bees, dans sa vidéo Jazz Dispute. Ce propos de Jean-François de Rémond semble les décrire. Ces mots qui, Montaigne essaie de la conversation, viennent d'un esprit vif et qu'on exprime en 3 ou 4 paroles, se gâtent lorsqu'on les cherche trop. Freud en a donné des exemples, le mode d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient. La répartie ou la réplique suppose une vivacité qui atteste l'aptitude à assimiler instantanément ce qui est dit à ce qui précède par une synthèse du passé immédiate et du futur pressenti. La réplique devance ce qu'elle pressent par une réponse offensive formée au cours de l'échange des arguments. Tantôt, dans ces occurrences moins réussies, l'improvisation peut se transformer en bavardage. Selon le pianiste Édouard Ferlet, il faudrait l'éviter autant que possible en prenant son temps, en faisant moins de notes. Le bavardage n'est-il pas une manière de remplir le vide en jetant de la poudre aux yeux ou aux oreilles, c'est-à-dire de ne pas être sincère ? Géraldine Laurent dit que le bavardage empêche de chercher. On pourrait dire qu'il empêche de chercher sincèrement, car c'est la recherche elle-même qui doit être sincère. Il empêche d'exprimer l'histoire que l'on raconte. Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur, nous dit Alceste dans le Misanthrope de Molière, ce qui pourrait être la maxime de l'improvisateur. Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre, que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Le bavardage, enfin, ne laisse pas sa place au silence, qui sert aussi à laisser aux autres la place de rebondir, comme le rappelle Géraldine Laurent, saxophoniste, au cours d'une table ronde sur le jazz et la psychanalyse. Le faire advenir est selon elle un acte volontaire, une décision en temps réel. Il y a, comme dans la parole, une politesse et une éthique de la conversation musicale improvisée. Petit 4, l'irréversibilité de l'instant improvisé, pas de retour en arrière possible. Ainsi, l'enregistrement d'une improvisation est d'une autre nature que l'improvisation en elle-même. Converser poliment, ne pas se répéter, voilà les enjeux éthiques de l'improvisation que nous avons mis au jour jusque-là. Mais pouvons-nous vraiment nous répéter ? Au chapitre 4 de l'irréversible et la nostalgie, le consentement à l'irréversible, Jankélévitch attire notre attention sur l'absurdité de cette crainte. Nous parlions d'une phobie des redites, et de fait la phobie réprime ici une tentation. La phobie combat la tentante et impuissante répétition qui est une suite de notre paresse et qui semble conforme au principe d'économie. Cette phobie est la crainte anxieuse d'une répétition qui est de toute façon impossible. Ainsi, le paresseux est tenté par la régression, quoiqu'il ne puisse rétrograder. Et inversement, l'audacieux ose aller de l'avant, bien qu'il soit obligé de le faire. La phobie est donc aussi paradoxale que la tentation est désespérée. Ce qui caractérise l'improvisation n'est peut-être pas tant le fait de devoir jouer dans l'instant, que celui de ne pouvoir revenir en arrière pour corriger ce qui est sorti. Nous sommes condamnés à l'irréversible, ce qui, paradoxalement, nous laisse entièrement responsables de notre manière de nous y rapporter, lutte craintive ou consentement. Jankélévitch nous montre que ce n'est pas parce qu'on n'a pas le choix d'aller de l'avant qu'on ne peut pas y consentir.
Le créateur, loin de contrevenir au devenir, confirme librement ce que l'irréversible affirme déjà. Obéissant au sens obligatoire qui est la quiddité ou temporalité du temps, le créateur utilisera du moins son pouvoir de découverte et sa liberté d'invention. Il faut imaginer Sisyphe heureux, dirait Camus. Ainsi, lorsque l'improvisation est fixée sur un disque, comme ce fut le cas pour la Cricket Song, l'enregistrement n'a pas le même statut qu'elle. Le processus est transformé en témoignage de l'événement unique, qu'on pourra désormais répéter, sans vraiment le répéter. Son caractère d'unicité, la difficulté de saisir l'improvisation ou de retrouver son mouvement à travers ce qui en a été conservé et donc fixé, l'a fait échapper aux cadres et aux méthodes, comme si on ne pouvait saisir ce qui, toujours autre, ne se répète pas, écrit Jean-François de Rémond. C'est parce que l'intérêt de l'improvisation tient dans cette action vivante sans cesse recommencée que sa fixation semble lui faire perdre de son essence. La célèbre organiste Rhoda Scott semblait être d'accord avec cela dans une interview donnée pour le journal en ligne toutelaculture.com. Je pense qu'on a des idées parce qu'on est dans le mouvement, l'adrénaline, et le moment passé est passé. Les gens disent souvent « Ah, c'est dommage que vous n'ayez pas enregistré ce concert, c'était formidable. » Mais je leur réponds « C'était ça, il fallait être là, le concert est passé. » Si on l'avait enregistré, ce ne serait déjà plus la même chose. Ce serait comme de la nourriture congelée. The Cricket Song sur le disque du concert de Jean Lépin, ce n'est donc pas la même Cricket Song qu'au moment du concert de Jean Lépin, qui n'a d'ailleurs pas de titre. Pourtant, les notes et les paroles sont les mêmes, mais le contenu n'est pas le même, dirait Danto. C'est pour cette raison que la chanson a peu d'intérêt hors contexte. Elle ne serait pas si drôle, spirituelle, brillante. Ce fut un moment qu'on ne pourra jamais retrouver, et le vendre par la suite serait comme vendre de la nourriture congelée, pour reprendre Rhoda Scott. Ce qui est admirable, c'est la génialité de l'idée, de la continuité de l'action que la Fitzgerald a réussi à tenir, de la structure d'ensemble qui apparaît après coup alors qu'elle ne l'a pas inventée ailleurs que dans l'instant. Petit 1, un espace-temps spécifique. Si l'irréversible, qui est notre condition, se trouve embrassé dans l'improvisation, c'est que les improvisateurs et les compositeurs ne vivent pas dans la même urgence, écrit Mathias Rousselot. La temporalité, le temps vécu par le créateur n'est pas identique dans les deux pratiques. L'allure est lente ou rapide. L'une est une préparation et l'autre une exécution. Leur vitesse n'est pas la même. Or, une vitesse est une donnée spatio-temporelle, c'est une distance divisée par un temps, impliquant qu'une plus grande vitesse corresponde à une plus grande distance divisée par un temps plus court. Rousselot va alors se demander ce qu'il en est de la distance en musique. Cette distance est-elle identique pour les deux activités, auquel cas seul le temps différencie ces deux activités, ou cette distance, pourvu qu'on puisse l'identifier, est-elle l'une des différences fondamentales entre composition et improvisation? Rousselot va alors utiliser cette notion de distance d'une façon tout à fait poétique et juste. L'improvisation, par définition, ne sait pas où elle va, et un improvisateur doit donc savoir s'égarer et l'accepter avec plaisir. Or, se perdre, c'est nécessairement faire du chemin en plus, parcourir une plus grande distance dans son imaginaire musical pour retrouver sa route. Avant ça, il écrivait « Improviser implique et nécessite de faire fausse route, de se fourvoyer pour s'obliger à échapper au confort des zones franches, à la quiétude de notre propre univers qui fait notre sécurité. Et il faut du courage pour s'en extraire, car s'égarer, c'est prendre le risque de ne jamais retrouver son chemin, d'errer pour toujours dans le labyrinthe capricieux de notre imaginaire musical, sans ne jamais avancer. » Et donc il écrit aussi « L'improvisateur effectue une grande distance dans son imaginaire, se perd totalement et revient de ce grand périple dans un temps très court. Que l'on me pardonne cette formule mathématique, qui est plus à prendre comme une formule littéraire et métaphorique, la vitesse en musique, c'est la distance parcourue dans l'imaginaire divisée par le temps de l'exécution. De ce point de vue, l'improvisation va plus vite que la composition. » En effet, l'improvisation jazzistique consiste à décider de phrases musicales en un temps record, alors que la grille sur laquelle on s'appuie en permet en théorie un nombre incalculable. C'est en cela précisément qu'elle nous fait vivre le processus de création en action. Tâtonnements, hésitations ne nous sont pas épargnés et font directement partie du résultat. Mais dans quelle mesure peut-on vraiment dire que l'improvisateur décide de phrases musicales comme s'il les sélectionnait parmi une ribambelle de choix possibles, quand celui-ci n'a a priori pas le temps de la réflexion? Chapitre 3. Improvisation et liberté. Opposée à la nécessité de suivre une partition, l'improvisation est facilement associée à la notion de liberté. Mais ce raccourci témoigne souvent de représentations erronées de cette pratique, en particulier en jazz. Ainsi, comme l'écrit Mathias Rousselot, alors que les inventeurs de partitions graphiques tenaient à l'interprétation et non à l'improvisation libre, c'est dans une improvisation moins libre, le jazz traditionnel, que l'improvisation est le but. Comme l'explique l'auteur, les inventeurs des partitions graphiques étaient souvent déçus des résultats qu'ils obtenaient, à savoir des phrases sonores qui n'avaient selon eux pas grand-chose à voir avec leur partition. Ce qui montre que ces compositeurs étaient encore attachés à l'écrit, à la partition, et cela permet d'expliquer cet étonnant paradoxe, du moins en apparence, que soulève Rousselot. Jouer ses œuvres, c'est effectivement faire un travail d'interprétation à partir d'une écriture différente, mais d'une écriture malgré tout, qui précède toute interprétation. Tandis que dans le jazz, il ne s'agit pas d'interpréter très librement la grille, il faut la respecter plutôt scrupuleusement,
même si on peut enrichir les accords, et la part possible de liberté se trouve dans une réelle improvisation, sans support à interpréter pour inventer des mélodies. D'autre part, pour la plupart des standards, l'écriture de la grille a suivi et non précédé leurs occurrences sonores. La partition y est descriptive plus que prescriptive, comme nous l'avons déjà dit. Donc les partitions graphiques, ce sont des partitions écrites non avec des notes, mais avec des formes géométriques, des lignes. On pourrait les qualifier de partitions abstraites. Cela permet de comprendre que l'improvisation n'est pas forcément le parangon de la liberté. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais d'une des pratiques musicales les plus exigeantes qui a besoin d'autant plus de cadres, davantage que des œuvres de musique contemporaine plus libres où l'improvisation n'est pas le but. On voit bien là que liberté et improvisation s'opposent en réalité en ce sens. Petit 1, illusion d'une pure improvisation. Tous les musiciens, en grand 1 plutôt, tous les musiciens sont bien évidemment pétris de certaines cultures, certains réflexes techniques et stylistiques. En cela, penser l'improvisation sur le mode de la création divine ex nihilo serait une erreur. Tout le problème est alors de savoir où et comment se trouve en effet sa marge d'invention réelle, sinon de création. Petit 1, l'ambiguïté de la spontanéité. L'improvisation, par son absence de planification ou de conception préalable, serait spontanée, et puiserait là sa créativité. Le problème de la spontanéité est qu'elle peut désigner le réflexe, dont il ne faut pas se contenter en improvisation jazz, comme elle peut désigner le geste inaugural, créateur. Dire de quelqu'un qu'il est spontané, c'est faire un compliment sur son caractère profond. Mais en cela, l'autre écueil de ce terme est qu'il fait croire au mythe du génie. Citation. En fait, la représentation de l'improvisation comme processus de composition non préparé nous fait croire au fantasme selon lequel elle serait la manifestation d'une soudaine inspiration, un jaillissement spontané, Denis Laborde dans un article intitulé « Improviser dans les règles de l'improvisation comme d'une question culturelle » dans Enseigner la musique numéro 5, CFEDEM Rhône-Alpes, CNSMD 2002, qui confère à l'improvisateur un statut d'élu. Nous savons que des compétences sont mises en œuvre pour la production d'une improvisation, un travail préparatoire a été engagé, l'improvisateur possède souvent de nombreuses expériences antérieures de l'improvisation. Ça c'est dans le mémoire de Price-Monchalin, Improvisation dans le jazz. Cela est censé être à peu près évident, mais permet de soulever un autre paradoxe qui est que l'improvisation est à la fois invention sur l'instant et pourtant fruit d'un apprentissage. Toute la difficulté de la pratique est en fait de mobiliser cet apprentissage en un temps si court. Il faut qu'il soit tellement bien digéré qu'il puisse s'avérer utile à l'improvisation, et qu'en même temps elle soit malgré tout réelle invention, et non répétition d'un savoir, appris, donc, figé. Petit 2, l'extemporisation. On n'improvise jamais vraiment, donc, dans la mesure où l'on part toujours de quelque chose. L'extemporisation désigne justement l'opération intermédiaire entre l'interprétation, simple lecture d'une partition, aussi personnelle puisse-t-elle être, et l'improvisation. Il s'agit au départ d'un terme anglais, utilisé dans la langue courante davantage que celui d'improvisation, pour ce qu'en français nous appelons improvisation. Il est plus précis dans la mesure où il ne signifie pas comme improvidere sans avoir vu en avant, mais littéralement hors du temps. Extempore est un terme de loi en latin, l'anglais a gardé l'expression de extempore decision, qui signifie le fait pour un juge de rendre une décision dans une affaire peu ou immédiatement après avoir entendu les individus concernés. C'est une décision prise sur le moment, dans la nécessité de l'urgence, pour répondre aussitôt à un problème posé. En jazz, ce problème posé, c'est la grille qui défile à un tempo régulier, l'urgence est là, on n'a pas tout le temps qu'on veut, qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'interpréter, mais qu'il faut tout de même respecter. Ce n'est pas de l'improvisation libre, il faut extemporiser à partir d'elle. Petit 3, remise en cause de la distinction idiomatique-non idiomatique. Un autre aspect venant souligner l'utopie de l'improvisation libre est relevé par Jean-Charles François, percussionniste, compositeur et enseignant. Propos recueillis dans L'enseignement de l'improvisation libre, Baptiste Arnaud, Mémoire CFEDEM Rhône-Alpes. Il n'y a pas de non-idiomatique, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le non-idiomatique ? Les gens arrivent, leur façon de jouer leur instrument, leur façon dont ils ont appris l'instrument est idiomatique. Ce n'est pas parce que les classiques jouent des musiques différentes qu'ils n'ont pas un langage idiomatique dans la façon dont ils jouent de leur instrument. Donc après, on peut, dans notre cas, désapprendre partiellement cette façon de jouer, mais en créant quoi ? Un nouvel idiome. D'où l'absurdité des critiques visant l'utilisation d'un vocabulaire musical, d'une culture ou de techniques spécifiques, sous prétexte qu'ils n'ont pas été créés par le musicien exécutant son improvisation. Comment créer autrement ? De plus, il existe des limites intrinsèques à l'individu musicien, dont nous parle Barr Phillips. Mais je ne suis pas libre, je suis dans les limites de mes techniques, dans les limites de ce que je suis moralement, physiquement, et ces limites sont terribles. Propos recueillis par Denis Levaillant dans l'improvisation musicale. Il est intéressant de constater que le contrebassiste ne nous parle pas que des limites de son apprentissage technique, mais aussi de ses limites corporelles et, peut-être encore plus étonnant, morales. Il n'a même pas dit dans les limites de ce que je suis intellectuellement, n'a pas parlé d'imagination, ce qui aurait pu se comprendre. La maîtrise d'un instrument demande en effet certaines capacités cognitives, comme si l'on pouvait être borné, limité,
non par ses capacités mais par son caractère, en quelque sorte. Nous y reviendrons dans la troisième partie de ce mémoire. La pure spontanéité est donc un mythe autant que la liberté absolue de l'improvisateur de jazz. Mais alors, pourrait-on se demander comment être original, inventif, et construire une improvisation dans l'instant qui soit malgré tout structurée, d'abord car la structure de la grille nécessite cette structuration de l'improvisation, et ensuite pour être lisible du public.